Bonjour, nous allons continuer donc la deuxième partie sur le panneau de développement de Lightroom. On s'était arrêté dans la première partie à la fin des outils et donc je vais faire réinitialiser mon image. Je vais faire terminer, réinitialiser pour recommencer. Dans, le, dans les panneaux qui suivent, nous avons donc les réglages de base qu'on peut régler soit en couleur, soit en noir et blanc. Alors, je vais toujours parler de la couleur, nous parlerons du noir et blanc un petit peu plus tard. Dans le dans ces panneaux-ci, donc nous avons la première chose qui existe, c'est la température. Donc d'abord la balance des couleurs. Donc la balance des couleurs, soit elle est telle quelle, soit on la définit comme auto et c'est Lightroom qui la recalcule, soit c'est vous qui donnez qu'on est en lumière naturelle, qu'on est dans un temps nuageux ou quelque chose ou du style. Une autre solution, si je reprends telle quelle, c'est d'agrandir par exemple ici sur cette image-ci, et on avait des bâtiments blancs, et de prendre la pipette de couleur et de sélectionner une zone. Donc, on avait aussi une camionnette blanche, on pouvait aller essayer de prendre aussi une couleur dans les blancs. Donc on se rend compte qu'entre ce que Lightroom décide si on veut faire une balance des blancs et ce que l'appareil avait choisi, il y a une assez grosse différence. Alors ça c'est à vous de savoir la scène si dans votre esprit ça ressemblait plus à ceci si, ou comme ou si la scène ressemblait plus à ceci. Donc moi je vais partir sur le fait de demander une balance automatique de Lightroom. Dans la balance automatique de Lightroom, on a la température que l'on peut modifier. Si on n'est pas content de la modification, on clique deux fois, elle revient à la valeur de départ. On peut modifier la teinte soit vers plus magenta, soit vers plus de vert. On reclique dessus pour la faire revenir à son niveau de départ. Ensuite, on a une option qui est auto. Alors, auto, certains en sont fans. Moi, j'en suis modérément fan parce que je trouve que assez rarement le auto me donne l'image que j'ai envie de voir ou que j'ai dans ma tête. Donc, on peut recliquer à nouveau deux fois sur tonalité donc pour annuler l'auto et bouger carrément soi-même au bouton d'exposition. Bouton d'exposition, soit on bouge par exposition ou comme je l'ai montré, soit on bouge au niveau des tons moyens. La même chose pour les hautes lumières. Donc en général, ici on diminue les hautes lumières, donc dans le ciel. On va ouvrir un peu les ombres. Et ensuite, on a le problème des blancs et des noirs. Alors, problème des blancs et des noirs, on a deux solutions. Soit on appuie sur le bouton Shift et on clique sur blanc. Et là, automatiquement, le programme calcule lui-même où il y a la quantité de blanc qu'il faut mettre. Ou l'autre solution, c'est d'appuyer sur le bouton Alt et blanc et de dès qu'on commence à voir une lumière un peu plus blanche sur enfin, ici c'est du rouge, mais un peu plus rouge à l'écran, on arrête et donc là ça veut dire qu'on commence à avoir une image qui est qui commence à être cramée, donc on est un blanc de 000 256 256 256, excusez-moi. Donc si maintenant je continue avec la balance des blancs et que je vais aller jusqu'à ce niveau-là, mais on a toute cette zone-là qui évidemment qui serait trop claire et toute cette zone-là serait complètement cramée si j'enlève, donc si j'appuie sur le petit curseur
il me montre les zones qui sont cramées. Et si je clique sur ce curseur là, il me montre les zones qui sont trop noires. Donc clairement, je reviens à mes blancs de départ et je vais augmenter les blancs jusqu'au moment où j'ai du blanc qui commence à apparaître sur l'écran. Je fais la même chose pour les noirs. Je fais la même chose pour les noirs. Et donc vous voyez que vu que mon petit carré est allumé, que je commence à avoir des zones bleues ici, mais ce n'est pas des vraies zones bleues, c'est simplement une alerte pour me dire tiens, il y a des zones qui sont complètement noires, sauf qu'il n'y a plus aucun détail, donc c'est des zones 0, 0, 0. Point de vue colorimétrie. Alors pourquoi c'est important d'essayer de mettre d'aller du blanc vers le noir? En fait, c'est pour avoir en fait toute la palette de couleurs qui va s'étaler du plus foncé jusqu'au plus clair sur une image. Maintenant, sur certaines images, on ne sait pas le faire, et sur certaines images, on va être très... Par exemple, si c'est une image d'un paysage complet sous la neige, on risque d'avoir énormément de haute lumière, donc il faut... Ce que je dis ici d'aller juste à la limite, il faut parfois ne pas voir, donc quand on voit l'apparition, si j'appuie sur Alt des points, au lieu d'être là, je vais peut-être, je ne veux pas en avoir du tout parce que je suis sur la neige et dès que j'aurai quelques points, j'aurai énormément, enfin une très grande zone sous la neige qui sera faite. On peut se dire également que si, par exemple, ici, bon, ben, c'est un soleil, donc c'est un peu normal que ça soit que l'intensité lumineuse soit forte, donc on peut parfois, vu qu'on sait qu'il y a un soleil, l'augmenter. La même chose, si dans l'image vous aviez des lampes qui s'allument, ben on sait très bien que les lampes c'est ce qui sera le plus lumineux chez vous, donc avoir un petit peu de zone cramée au milieu du soleil ou autour d'une lampe, c'est un peu normal. Ensuite on a la clarté. Alors la clarté, j'en ai déjà expliqué sur une autre image. En général, je mets à peu près 20% de la clarté à plus 20. La clarté, qu'est-ce que ça fait? Donc si on va la pousser, je vais faire. Ça veut dire que dans la clarté, les tons plus sombres deviennent encore plus sombres et les tons plus clairs deviennent encore plus clairs. Mais dans la clarté, ce qui est différent du contraste, c'est que cette différence se fait par zone. Donc, si je prends par exemple ici, je vois que la clarté, c'est dans le tronc d'arbre, le noir devient plus noir dans l'arbre, et si je fais le contraire, ben, le noir devient de moins en moins noir, donc on diminue la différence de couleur. Donc, mettre de la clarté à plus ou moins 20, ça va donner déjà, ça va augmenter les détails visibles dans la photo. Si maintenant je regarde le contraste, si je le pousse aussi, on voit que les zones noires deviennent plus noires et les zones sombres deviennent plus sombres. Si je reprends mon arbre et que je reprends mon contraste, ici et que je vais l'augmenter, je me rends compte qu'ici il n'y a pas une différence quand j'augmente le contraste entre le noir ici et je vais dire le plus gris qui est à côté. Donc tout s'assombrit, les deux valeurs s'assombrissent. Donc je vais remontrer. Tandis que si je pousse la clarté, on voit bien qu'ici ce qui était gris devient un peu plus blanc et ce qui était noir devient un peu plus noir. Alors ensuite on va parler de la vibrance. Alors qu'est-ce que c'est la vibrance? On va tout de suite la mettre au maximum. Alors, la vibrance, quelle est la différence entre de la vibrance et la saturation? Alors, on va regarder un peu l'histogramme. Ici, si j'augmente la saturation, si par exemple j'ai du bleu, ou du bleu ou de l'orange qui est déjà ici, par exemple, on va prendre l'orange, qui a déjà une valeur 80, si je pousse la saturation, ben, on va dépasser, la saturation va dépasser ce qu'un écran est capable de faire. Donc on va avoir des zones qui vont carrément monter. Donc la saturation ajoute
si on a quelque chose qui est à 5%, ben on ajoute 100% à ça, donc ça devient 10%. Si on a quelque chose qui est à 90% et qu'on ajoute plus 100, tout de suite on arrive à des valeurs qui montent très vite. Alors, tandis que dans la vibrance, si j'augmente la vibrance, quelque chose qui est déjà fort saturé, par exemple à 80%, eh ben elle va lui ajouter très peu. Par contre, sur des choses qui n'étaient qu'à 5%, il va les booster. Par exemple, dans cette maison-ci, si je regarde ce que la vibrance fait, on se rend compte que la vibrance va chercher du bleu à l'intérieur de, de cette couleur. Donc la vibrance permet de faire ressortir des nuances de couleurs, mais ce qui est trop saturé ne le deviendra pas de trop. Et par contre, des choses des couleurs qu'on voyait très peu, qu'on ne voyait pas comme ça même en augmentant la saturation, vont se retrouver boostées. Donc si on regarde à nouveau cet immeuble-là, je pousse la vibrance au maximum, on voit qu'elle devient bleue, je la remets à 0. Si je prends la saturation et que je la prends, elle devient légèrement bleue, mais jamais aussi bleue que ce que la vibrance va me faire. Alors faut-il mettre ou pas de la vibrance dans une image? Ça c'est suivant chacun son goût. En général, moi je mets souvent à 7-8% pour avoir ça. Par contre, sur des images qui sont assez uniformes, par exemple une plage, je vais reprendre vite une autre image si j'en ai une ici. Bon, on va prendre ici du sable. Si je pousse la vibrance à très fort, ça va faire ressortir des nuances dans le sable qui, si on aime, ne sont pas désagréables. Hein, par contre, si je prends toujours ce sable-là et que je le reprends au maximum, on se rend compte qu'on a augmenté la saturation, mais c'est totalement différent de l'effet de la vibrance. Par exemple, on voit ici, par exemple, du vert. Si je pousse la saturation, on voit à peine du vert ici, tandis que si je prends la vibrance, il y a carrément bien une ligne verte ici et là qui apparaissent. Alors la saturation et la vibrance, ça dépend également aussi de votre appareil. Certains appareils saturent plus vite, sortent des images plus saturées que d'autres. Donc, en fonction de l'appareil, on peut soit légèrement augmenter la saturation ou légèrement la diminuer. Alors, je vais revenir à mon image de tout à l'heure. Voilà, je la reprends. Donc, en général, donc, je mets une clarté aux environs de 20 pour donner un peu de détail, un peu de vibrance. Et j'avais dit qu'on parlerait un peu des noirs et blancs. Alors, dans noir et blanc, on a exactement la même chose que comme curseur qu'en mode couleur, sauf évidemment la vibrance et la saturation. Alors, la seule chose que je vais quand même montrer, c'est que ici, j'en parlerai plus tard, mais je vais en parler maintenant. Si par exemple on décide que le bleu le changer, l'éclaircir, on peut donc jouer sur des zones que l'on éclaircit. Donc là il y a du bleu, il y avait du bleu dans le ciel, ou au contraire qu'on assombrit. Alors si par contre en réglage de base je repasse en couleur, mais que j'ai mis la vibrance au maximum. Si je prends en noir et blanc et que je reviens dans mon curseur bleu ici, le fait de bouger le bleu va assombrir plus l'image que si, c'est difficile à vous le montrer, que si j'avais laissé une vibrance, que si je prends aucune vibrance et que je reviens en noir et blanc, et que je pousse le bleu, je noircis un peu moins.
Donc sur certaines images, il est parfois intéressant de pousser un peu la vibrance pour avoir plus de nuances dans la correction du noir et blanc. Alors il ne faut pas quand même s'attendre à des miracles, mais ça peut donner parfois une petite aide. Ensuite, on va parler de la courbe de tonalité. Alors la courbe de tonalité, elles peuvent être de plusieurs manières, linéaire, contraste moyen ou contraste fort. En général, je prends souvent une courbe à contraste moyen. Alors la courbe en contraste moyen, on a une courbe en S, mais pas très marquée. Si on met un contraste fort, on a une courbe en S plus marquée. Donc une courbe en S comme ça veut dire quoi? Je vais revenir en linéaire. Donc si ici je prends un point, et que je fais ça, donc vous voyez que les noirs deviennent plus noirs. Si je fais ça, je vois que les clairs deviennent un peu plus clairs. Donc si je prends une courbe à contraste fort, les noirs sont devenus plus noirs et les clairs sont devenus plus clairs. Ce que le contraste normalement fait, mais en le faisant par une courbe, ça veut dire que les tons moyens sont moins affectés que par le curseur. On peut également choisir le linéaire et vous avez ici un curseur qui vous permet de modifier. Alors, vous voyez ici en fait histogramme normal non modifié et donc vous pouvez définir un point ici, le changer. Vous pouvez décider que ce point-là, on le remonte et ainsi de suite. Donc, si on prend un contraste moyen, je peux aussi décider à partir de quand j'augmente, que j'applique le contraste en bougeant sur la courbe, etc. J'avoue franchement que souvent je ne m'en occupe pas et que je règle beaucoup avec le contraste ici et pas tellement avec la courbe de tonalité. Ensuite, nous avons le réglage TSL. Le réglage TSL, on a teinte, saturation, luminance. Alors, teinte, ça veut dire quoi? Je prends une couleur, par exemple, ici, le bleu qui est dans le ciel, et je change. Ça veut dire que je change mon bleu. Et si je monte vers le haut, je mets plus de cyan dans le bleu. Donc ça, c'est la teinte. La saturation, ça veut dire quoi? À nouveau, je reprends mon point, etc., et que je suis dans le bleu. Si je diminue la saturation du bleu. Si je l'augmente, j'augmente la saturation du bleu. J'augmente la saturation du bleu dans le ciel. La luminance, c'est la quantité de lumière. Je vais par exemple prendre ici, qui est un peu blanc, et je vais décider de diminuer la luminance. Donc qu'est-ce que je vois? Je revois que je rattrape à nouveau du bleu dans le ciel. Évidemment, j'ai bougé la saturation d'un côté, donc je commence à avoir un ciel qui est un bleu un peu trop fort. Donc un ciel que vous trouvez qui n'est pas assez bleu, l'astuce c'est de venir donc comme ça, se mettre un point dans le ciel et diminuer un petit peu la luminance pour le faire devenir plus bleu et augmenter un peu la saturation ou éventuellement modifier légèrement les teintes pour trouver l'aspect du ciel que vous avez envie. Alors on a le curseur tout qui affiche à la fois les trois, la teinte, la luminance, etc. En général, moi je préfère bien passer et c'est surtout les curseurs saturation et luminance que j'utilise. Nous avons donc le curseur noir et blanc qu'on a déjà vu tantôt.
il y a une touche qui s'appelle automatique. Vous avez aussi, il ne faut pas les oublier, dans des paramètres prédéfinis. Dans les paramètres prédéfinis, vous avez par exemple des filtres bleus à fort contraste, des filtres bleus, un filtre orange. Et donc ces filtres là, c'est comme si vous mettiez anciennement un filtre devant votre objectif et le noir et blanc est corrigé en fonction du filtre vert que vous mettez devant l'objectif. Ensuite, nous allons parler du virage partiel. Je vais devoir revenir en couleur pour en parler. Et je vais réinitialiser mon image. Un virage partiel, c'est quoi? Ça vous permet, si vous cliquez dans la zone ici, d'aller sélectionner par exemple du bleu. Donc que les hautes lumières soient dans le bleu. Et que les ombres, par exemple, soient, je vais dire, dans les verts. Ou dans les jaunes. Ou également, on pourrait définir qu'on fait une image bleu-bleu. Et souvent, on prend deux teintes un peu différentes. Souvent, un bleu pour le ciel et un jaune pour donner cet aspect de virage partiel. Alors, il vous est possible de bouger le bouton saturation pour que les bleus que l'on vient de rajouter soient plus ou moins saturés. Je vais prendre un bleu plus soutenu. Et la même chose, on peut bouger la saturation ou augmenter. On peut l'augmenter ou diminuer la saturation dans les jaunes. Ici, vous avez une touche balance pour en fait définir à partir de quel moment on rajoute du bleu dans l'image, donc à partir de quel moment est considérée une haute lumière ou à partir de quel moment c'est une basse lumière. Donc si je fais, par exemple, je vais jusque là, là j'ai pris à la fois les tons très clairs mais aussi les foncés sont devenus à cause de la balance des tons haute lumière. Si je fais le contraire, c'est évident que même les hautes lumières là commencent à être considérées comme des ombres et donc qu'on applique du jaune dans le ciel. Alors on peut évidemment faire l'inverse, aller chercher dans le ciel du jaune, aller chercher sur le ciel pour l'eau du bleu, et donc on peut de cette manière là donner un tout autre aspect à la photo. Autre chose, c'est également qu'on va parler, c'est qu'il existe aussi des traitements croisés dans ces. Si vous avez envie de voir ce que ça fait un traitement croisé, ou des tons froids sur votre image, ou des tons chauds, ou des choses comme ça. Donc voici pour les virages partiels, c'est quelque chose que j'utilise pas spécialement très souvent, mais enfin ça peut donner un certain look à une photo. Bon, je vais réinitialiser pour revoir mon image depuis le départ. Et je vais parler maintenant du détail. Alors, le détail, on a donc de la netteté et de la réduction de bruit. Première chose à regarder, allez voir l'image à 100%. Et donc ici, c'est une image qui est ISO 100, qui est au 36 mm et au 1/60 de seconde. Cette image, en fait, a été, si on reprend les réglages de base, donc cette image, l'avant-plan n'est pas spécialement bruité, l'arrière-plan est légèrement bruité. Pourquoi? Parce que on a été ouvrir les ombres et dans les ombres qu'on a ouvertes, on a fait apparaître un peu de bruit. Donc la première chose à aller faire, c'est dans le détail et légèrement augmenter la luminance. Pour cette photo-ci, je vais garder une luminance de luminance. En général, une règle dit que si on met 0 en luminance, en été, on peut aller jusque 100.
Si maintenant on a mis 11 de luminance, on met 100 moins 11, on va mettre plus ou moins 85, enfin 89. Le rayon, en général, on va rester dans aux alentours de 1, bon, des images de cette taille-là, de 1 pixel à 1,2 pixels. Et on va appuyer sur la touche Alt et bouger masquage pour voir où la netteté se fait. Donc, il est inutile d'essayer de mettre de la netteté sur n'importe quel détail. Ce qui est intéressant pour mettre de la netteté, c'est que les bords, c'est qu'on fasse une différence entre un bord noir et un bord plus clair pour que ça paraisse plus net. Donc, si je reprends mon image ici et que je cache l'onglet détail, il est très difficile de voir une énorme différence. Par contre, si ici je viens appliquer le détail, on se rend compte qu'il y a bien eu un détail qui a été mis. On se rend compte aussi qu'en mettant le détail, vu qu'il rajoute, comme on a vu ça dans une autre vidéo, souvent une ligne plus claire pour séparer, il peut arriver, comme ici, qu'on voit apparaître à nouveau des hautes lumières. Donc ça, c'est ce que vous voyez, ce sont des hautes lumières. Si on avait une image beaucoup plus petite, genre 1024 pixels, il est clair que le rayon devrait être de l'ordre de 0,2-0,3 pixels. Alors, dans la réduction du bruit, on a également le curseur, on peut avoir un curseur couleur, et pour ça, c'est réellement sur des images qui sont nettement plus bruitées qu'on doit le faire. Alors pour montrer un petit peu ça, j'ai choisi ici une image. Il y a 2-3 images ici qui sont à très haut ISO. Évidemment, je dois en retrouver une. Bon, voici une image. On est à 4600 ISO. Donc si je l'agrandis au maximum, on se rend compte qu'on a ceci. Alors pour corriger la luminance, la première chose à faire, c'est enlever la netteté. Mettre la netteté à 0. Dès qu'on va mettre de la netteté sur du bruit, vous voyez ce que ça peut donner comme résultat. Alors, donc la première chose, enlever la netteté et commencer à bouger le curseur. Donc on va aller voir notre canard. Et à partir de là, on va appliquer de la netteté. En appliquant de la netteté, on voit très bien qu'on fait réapparaître du bruit. Mais comme dans le masquage, on ne va prendre que les contours des zones, si on revient à 100% de netteté, on se rend compte que on n'a pas trop de netteté. Et donc on reprend à nouveau la même règle, on a 100 moins 31, on va aller mettre ça aux environs de 67 de pixels. Alors si on trouve encore que c'est encore un peu trop fort, on peut augmenter encore légèrement le masquage ou légèrement diminuer le détail. Voilà. L'idéal sur une image qui a du bruit, etc., c'est de passer par un logiciel tiers. Il ne faut pas se leurrer. Des Topaz, des Noise ou bien Noise Ninja ou des choses comme ça font, à mon sens, du meilleur boulot que ce que Lightroom fait. Alors, c'est bien de le dire, mais il faudrait peut-être bien une preuve. Donc, je vais enlever mon gain. Je vais enlever toute la réduction de bruit. Et je vais ouvrir l'image dans Photoshop. Alors, je vais dupliquer mon calque, bien que ce n'est pas obligatoire, mais c'est juste pour pouvoir pour montrer la différence. Et je vais aller lancer Topaz Denoise.
Topaz, Topaz Denoise a énormément de paramètres, mais on a aussi des presets tout faits. Et le plus simple, c'est d'essayer un paramètre tout fait, genre moderate, ici. Donc, si nous regardons notre image ici, nous sommes bien à 100%. Et voilà ce que Topaz Denoise a fait en mettant du light. On va essayer avec light pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Donc je vais remettre moderate. Topaz Denoise permet aussi de rajouter du grain, ce que je n'aime pas. Donc en général, je n'en mets pas. Et de pouvoir, on peut doser les détails qu'il va récupérer. En général, je trouve que ce que Topaz fait est assez bon. Donc, je vais mettre OK. On attend que le plugin transforme le calque. Un peu de patience. Donc voilà. Donc on a ici les deux images. Je vais le passer à 100%. Je vais centrer le canard. Donc ça c'est le filtre à 100% de Topaz Denoise et ça c'était le fichier original. Donc on se rend compte que Topaz fait un très bon boulot, mais vous allez me dire bah, peut-être que l'autre fait aussi, enfin c'était peut-être aussi bon. Donc je vais revenir dans Lightroom. Et donc je vais l'agrandir à 100%. Au passage, on voit que dans le traitement anti-bruit, il a fait réapparaître des zones d'autres lumière. Si maintenant je prends donc mon image de départ et que je viens de la recentrer aussi, donc ça c'était l'image de départ. Et si je travaille dans la luminance et dans les filtres couleurs, voilà ce que j'obtiens avec Lightroom et voilà ce qu'on peut obtenir avec Topaz Denoise. Donc si je prends l'œil, etc. On se rend compte que c'est nettement, enfin que Topaz Denoise fait quand même un boulot plus correct que ce que Topaz peut faire. Et j'aurais beau ici augmenter la luminance, là je fais disparaître complètement les pixels, mais on voit qu'il y a une perte de netteté importante, et même si je demande de retrouver les détails et essayer de jouer sur les détails, etc., on n'arrive pas à retrouver une texture quand même dans le poil. Si je prends ici les poils, enfin les plumes du canard, on a ici encore un détail dans les plumes que ici on a une simple masse. Une simple masse. Donc pour moi c'est clair que si on doit réellement corriger des images de manière importante, des programmes comme Topaz Denoise ou Noise Ninja font un meilleur boulot. Alors, il faut bien aussi se dire une chose sur une image qui est comme ça, c'est que le meilleur anti-bruit qui puisse exister, c'est la dimension du capteur. Alors, ici on a une image de 6000 pixels sur 4000 pixels de large. Et l'image que vous voyez ici à l'écran, elle fait à peu près 1100 pixels sur 900.
Alors, comme le programme de réduction et que c'est finalement, malgré que c'est un RAW qu'on est là, mais ce qui s'affiche à l'écran c'est un JPEG, et le JPEG est calculé, on calcule en fait un JPEG tout comment en prenant une moyenne des pixels environnants. Et donc en fait en réduisant une photo, en la passant en réduction, c'est la meilleure réduction de bruit qui puisse arriver. Alors, cette image serait totalement différente si maintenant si je devais faire un poster de 50 cm ou de 70 cm où là on verrait tous les pixels un par un. Donc cette image peut passer sur un écran et etc. Elle pourrait passer sur une photo en petit format, mais elle ne pourrait en aucun cas passer sur un poster avec un agrandissement important. Alors on va continuer les corrections d'objectifs. Alors les corrections de l'objectif, normalement c'est ce que je fais en premier. La première chose que je fais, c'est activer le profil de correction. Donc en fait, en fonction de l'objectif que l'on emploie, l'objectif laisse plus ou moins passer de la lumière et donc Lightroom a étudié certains objectifs et applique la correction immédiate. Correction qui est souvent visible, comme ici, on a un vignettage dans les coins. Lorsque j'active le profil, le vignettage a été supprimé. Je clique en général sur supprimer l'aberration chromatique. En mon sens, on peut aller voir enfin, à fort grossissement, nous n'aurons pas d'aberration chromatique sur cette image-ci. Et il est possible d'utiliser des nouvelles options de Lightroom sur l'upright. Alors l'upright, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre cette image-ci, activer le profil, je supprime et je lui demande un upright. Et donc il essaye en fonction de l'image de redresser, de mettre le plus de choses possible droite. Alors soit on peut les mettre de niveau, on peut demander vertical, ou on peut demander complet. Alors, on va essayer de trouver une autre image. J'espère que celle-ci. Donc, si on activait le profil de correction, supprimer l'aberration chromatique, contraindre le recadrage, et je fais auto. Donc, en faisant auto, lui a redimensionné l'image pour essayer de la rendre la plus droite possible. Donc, si je le désactive, voilà ce que ça donne. Et si je le mets auto, voilà ce qu'il a décidé que c'était l'image la plus droite possible. Il existe aussi niveau, vertical uniquement ou complet. Ensuite, on a un profil. Ici, mon objectif est reconnu, c'est un objectif Tamron, c'est un 24-70 et on applique le profil Adobe Tamron 24-70 de f2.8, etc. On peut malgré tout manuellement bouger la valeur de distorsion. Si maintenant l'objectif n'est pas reconnu, c'est à vous d'appliquer le taux de vignettage alors que ici il était automatique. En couleur, vous pouvez manuellement forcer l'aberration chromatique. Donc en standard, il applique une valeur standard, mais vous pouvez dire il y a encore trop de violet dans l'image, il y a encore trop d'aberration chromatique, je veux les changer. Alors en général, on peut en trouver une ou dans les ciels, mais comme ici on a un ciel assez orangé, souvent ça ne se voit pas. Donc on commence, je vais peut-être le mettre ici. Bon, ben ici, vous voyez, en voilà une, le long de la maison, il y avait une belle aberration chromatique. Et dès que j'ai mis sur supprimer, on l'a réduit. Maintenant, rien n'empêche, si vous trouvez qu'on voit encore un peu trop le liseré,
de prendre la valeur ici et d'augmenter encore le liseré pour faire disparaître le violet. Donc on peut ainsi chercher dans l'image. Vous voyez ici j'en ai un peu, mais et ici il me reste un peu du vert. Donc là rien ne nous empêche aussi de bouger les valeurs pour essayer donc la valeur ici dans le vert et d'augmenter aussi la valeur du vert pour enlever l'aberration chromatique. Alors ici vous avez deux curseurs qui vous permettent de, je vais dire, de sélectionner, enfin de rétrécir la zone dans laquelle il va chercher les valeurs d'aberration chromatique. Alors, juste une remarque comme ça, sur des photos de nuit, parfois on se dit il n'y a pas de soleil, on n'aura pas d'aberration chromatique. Ça peut arriver si on a des spots dans le ciel, etc., d'avoir quand même des aberrations chromatiques, même sur des photos de nuit. Ensuite, on va parler des effets. Des effets, vous pouvez faire un vignettage. Donc un vignettage, bon, on vient de l'enlever avec l'appareil, mais bon, vous pouvez en mettre un. Donc mettre un vignettage ou au contraire éclaircir les bords, augmenter le milieu ou le diminuer, le faire plus arrondi ou moins arrondi, ou le faire dans l'autre sens, ça c'est vous qui décidez, et donner la valeur du contour progressif que vous décidez de mettre dans l'image. Ensuite, ça c'est une valeur pour rajouter du grain dans les photos, donc un peu pour donner un aspect granuleux et granuleux, c'est surtout dans des noirs et blancs, assez rarement dans des couleurs. Et enfin, la dernière option, c'est l'étalonnage de l'appareil photo. Alors, cette photo peut être prise comme une photo Adobe standard, mais ça pourrait être une caméra landscape. Donc, en changeant le profil ici, il change la manière de lire le RAW. Il peut devenir un caméra neutrale, un caméra portrait, un caméra standard ou un Vivid qui est une des couleurs un peu plus pétantes. Ensuite, vous pouvez aussi définir, si vous trouvez que vos ombres sont un peu trop vertes, etc., de mettre un peu plus de magenta ou au contraire de mettre un peu plus de vert dans les ombres, de définir le rouge primaire si vous trouvez que le rouge n'est pas assez rouge ou la saturation, et donc d'ainsi de pouvoir, par exemple, si je prends le bleu primaire, je pourrais augmenter la saturation du bleu sur toutes mes images. Et corriger. Une dernière option qui existe, c'est que on peut examiner cette image-là avec des anciens profils, en fait des profils de Lightroom 4 ou des profils de Lightroom 3, et de retrouver un rendu qu'on avait avec Lightroom 3 ou Lightroom 4. Voilà, j'espère qu'on a fait le tour d'un peu toutes les options qui existent dans le module de développement de Lightroom. Et à bientôt pour un autre tuto.